'cause I'm having a good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky. Sama Karatki à mes côtés. Je suis ravie, Sama, que tu aies dit oui ce soir. C'est un cadeau pour nous que tu sois là. C'est vrai qu'on s'est posé la question de se dire par rapport à ce sujet du temps qui change, de la transformation, être capable d'absorber ça, ça touche le sujet de la question du cerveau, mais comment sommes-nous faits pour finalement avoir cette facilité ou difficulté à affronter ces moments de changement. Tu vas nous aider à mieux comprendre comment tout ça, ça fonctionne peut-être. Et quelques mots sur toi que tu compléteras si tu le souhaites, mais docteur en neuropsychologie, 5 ans à l'université de Pierre et Marie Curie, enseignante à l'Institut de psychologie de Paris-Descartes, fondatrice du Social Brain Institute, une organisation qui développe et fournit en Europe et au Moyen-Orient des stratégies innovantes pour faciliter le changement. Tu vas nous raconter tout cela. Moi, j'ai une phrase que j'ai lue qui m'a vraiment touchée. Tu dis comment l'humilité, le doute et la tolérance sont peut-être vraiment les talents pour nous rapprocher de notre potentiel. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tous ces sujets-là ? Merci Muriel. Oui, je suis docteur en neurosciences. Ça veut dire nous faisons de la recherche pour comprendre un peu ce que vous avez dans votre boîte crânienne et comment cela fonctionne. Et donc, nous savons par exemple que nous avons 2 hémisphères, un hémisphère droit et un hémisphère gauche. Et du coup, là, si je vous pose une question toute simple, est-ce que vous pensez être plutôt cerveau gauche ou cerveau droit ? Qui pense être plutôt cerveau droit de ceux qui sont présents avec nous ? Donc, je vois quelques mains qui... et du coup, vous êtes plutôt cerveau gauche ? Voilà. Et ni l'un ni l'autre. Voilà. Et donc, en fait, c'était une question piège, mais qui est ce qu'on appelle un neuromythe. Ça veut dire une fiction que nous avons sur notre fonctionnement, qui circule beaucoup dans les médias et qui est très têtue. Celle-là, elle est vraiment très têtue. Et qu'en fait, pourquoi nous nous attachons à savoir si nous sommes comme ci ou comme ça, c'est parce que c'est lié à quelque chose finalement dans notre fonctionnement, c'est parce que nous aimons bien les catégories. C'est-à-dire là, par exemple, vous me regardez pendant que Muriel parlait, et votre cerveau, d'une manière très rapide, très, très automatique, il me mettait dans une case. Et moi, je n'ai pas mes lunettes, je les ai perdues, je ne vous vois pas très bien, mais si je vous voyais bien, j'aurais vu que vous ressemblez à des gens que je connais. Et ces gens, je les aime ou pas. Et donc, je vais aussi, d'une manière très automatique, vous juger et vous mettre dans une catégorie. Alors ça, bien sûr, se dire, mais pourquoi on fait ça ? En fait, c'est très utile parce que ce cerveau n'a pas évolué depuis le temps de nos ancêtres qui avaient besoin de savoir avec qui j'interagis, avec qui je peux dormir en confiance dans une caverne ou dans un champ, quelle plante je peux manger et quelle plante va me tuer. Donc, le monde était finalement catégorisé en « j'y vais » ou « je n'y vais pas ». Et donc, on continue à faire ces catégorisations. Alors, est-ce que vous me dites, oui, mais en quoi ça peut être mauvais de croire que nous sommes cerveau droit ou cerveau gauche ? En fait, déjà, bien sûr, scientifiquement, ce n'est pas fondé, mais c'est surtout que ça nous renvoie à une image fixe de nos capacités. C'est-à-dire, c'est comme si nous naissons avec un potentiel, avec un talent, avec un QI donné, et qu'en fait, dans la vie, nous ne faisons qu'actualiser ces choses qui sont déjà écrites dans nos gènes ou déjà présentes dans une taille d'une partie de notre cerveau. Or, en fait, ce n'est pas vrai, parce que notre potentiel d'intelligence, notre potentiel de créativité, notre potentiel de charisme, tout ce que je viens de citer, ce sont des compétences. Ce ne sont pas des traits fixes. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est que quand on a cette croyance de ce que c'est l'intelligence, ça nous permet de la croître encore plus. C'est-à-dire quand nous croyons, parce qu'on a fait un test de personnalité et qu'il nous a dit que nous avons tel trait de personnalité, nous devenons ce trait de personnalité, mais quand nous nous libérons d'une vision de l'humanité comme quoi il y a une méthode scientifique qui permet de quantifier ce que je suis ou ce qu'un enfant a en potentiel, qu'il soit haut ou bas, en fait, ça nous rigidifie en quelque sorte dans notre façon de voir l'humain. Donc, l'humain est capable de se développer, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Peut-être c'est la chose la plus magique que nous avons découvert en neurosciences, c'est le fait que tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, hier, demain, après cette soirée, est en train de vous modifier. Donc, on est en train, comme un muscle. Est-ce que ça veut dire qu'on est capable de tout ?
Est-ce que ça veut dire qu'on est tous semblables et que nous sommes capables de tout apprentissage? Alors, du coup, est-ce que vous pensez être des personnes intuitives? Oui ou non? Eh bien, ma question suivante, ce serait dans quel domaine? Parce que nous n'avons pas assez d'énergie dans ce cerveau. Donc ça paraît comme une mauvaise nouvelle, mais en fait, notre cerveau est extrêmement distrait. Donc, tout à l'heure, on disait 18 heures, c'est la pire période de la journée. Moi, je dirais que c'est la meilleure, parce que nous avons passé un creux qui était vers 14-15 heures. Là, on est au top. Là, c'est le moment où on chasse et où les prédateurs chassent, donc on est bien réveillé. Puis après, vous allez plonger. Et donc, en fait, finalement, dans notre vie, déjà, on ne vit pas très longtemps, finalement. Et dans notre journée même, nous ne sommes pas au top, nous ne sommes pas intéressants tout au long de la journée. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'empathie le matin que le soir, si vous vous faites bousculer dans la rue. Parce que le soir, vous n'avez plus assez de ressources pour gérer. Donc, comme nous n'avons pas assez de ressources, le cerveau est de nature efficiente. Alors, il y en a certains qui disent fainéant, moi j'aime plutôt dire efficient, parce que c'est quand même très adapté. Et donc, comme on est efficient, on va compter sur nos automatismes. Donc, nous allons écouter plutôt ce qui a déjà été appris que ce qui est nouveau. Et c'est ça l'intuition. Ce n'est rien d'autre que écouter ce qui a déjà été appris. Ça veut dire, par exemple, maintenant, moi je ne suis pas française, mais j'ai appris la langue française. Au début, ce n'était pas automatique, et maintenant je parle intuitivement. Bien sûr, je fais des erreurs, mais le prix de parler avec pragmatisme ne vaut pas le coup devant l'efficience de parler d'une manière fluide. Ça veut dire qu'il faut qu'on écoute notre intuition tout le temps? Non, parce que le racisme, c'est une question d'intuition. La peur de l'autre, c'est une question d'intuition. L'accident Paris-Rio, c'est une question d'intuition. Ça veut dire que savoir résoudre des problèmes, des fois, est lié à notre capacité de penser contre soi. Ça veut dire de penser contre notre intuition. Je sais qu'en ce moment, la mode, c'est de dire s'écouter. Moi, je vais vous inviter à ne pas trop s'écouter, ou en tout cas ne pas trop prendre au sérieux ce que votre voix intérieure vous dit, parce que ça nous dit que ce qui a déjà été conçu dans notre vécu. Alors on fait comment? On fait comment dans un monde complexe, avec nos capacités limitées, avec notre besoin de catégoriser? Je pense que c'est beaucoup plus simple, plutôt que de compter sur un talent individuel, de se dire qu'on fera ça mieux à plusieurs. Ça ne veut pas dire que les autres sont plus compétents que moi, ça veut dire simplement que les autres ont d'autres compétences. Comme je suis un être humain très limité dans mes capacités, et que vous êtes un être humain limité dans vos capacités, et que vous êtes un être humain limité dans vos capacités, ben en fait, si on se place dans des positions différentes dans une pièce, nous aurons beaucoup plus de chances de nous rapprocher de la complexité du monde que quand on va compter sur ce mythe d'un talent brillant qui a un super CV, qui a des solutions à tout, des réponses à tout, dans un monde qui devient de plus en plus détaché de ce qui nous fascine dans la capacité de quelqu'un à calculer vite. Ça ne sert à rien de calculer vite. C'est pour ça que la phrase que Muriel vous avez soulevée, quand je dis qu'en fait l'humilité, le doute et la tolérance, ça paraît comme si c'était des choses romantiques, poétiques. En fait, non, c'est des choses très pragmatiques sur notre capacité à appréhender les problèmes du monde. C'est-à-dire, il faut que je me dise, je ne suis pas sûre d'avoir toute la complexité de la question, je suis prêt à changer d'avis, et cette tolérance à l'ambiguïté. Et je suis assez humble pour réaliser que je n'ai pas la capacité tout le temps de trouver ni les bonnes solutions, et d'ailleurs ni même les bonnes questions. Alors justement, je crois qu'il y en a deux, c'est ça, des questions au public. Voilà, on peut du coup vous poser la question. Je ne prétends pas avoir les réponses, mais je vous laisse du coup, Muriel, la parole pour... Non, permettez-moi, c'est que je pensais que vous aviez, vous, des questions que vous aviez... Oui, voilà, alors en fait, voilà, la deuxième question, si c'était vous étiez intuitif. Et la troisième, pensez-vous, si on est dans une situation d'incertitude, est-ce que d'être dans des équipes cohésives, homogènes, c'est quelque chose qui peut nous rapprocher d'une bonne solution? Oui ou non? Voilà, donc j'ai quand même pas mal introduit ce que j'allais vous présenter, parce que c'est aussi quelque chose qui est toujours recherché. Comment on peut être plus cohésif? Comment, en fait, être plus cohésif, être plus dans la chaleur du groupe, ça c'est pendant les vacances avec la famille. Ça c'est très bien, on en a besoin. Ce confort d'être soi, sans que l'on soit jugé, avec des personnes qui peuvent penser d'une manière autre façon, mais quand même, on est alcoolisé, tout va bien. Alors qu'en fait, quand on est ensemble,
pour résoudre un problème, ce qui peut nous rapprocher d'une bonne solution, c'est l'aspect pénible de ne pas être d'accord. Parce que si on est tous d'accord, ça doit être inquiétant. Si on est tous d'accord, ça veut dire soit qu'il y en a une personne qui impose son point de vue et les autres, ils suivent, soit que les autres pensent penser de la même façon, ce qu'on appelle un faux consensus, ce qui est derrière beaucoup d'accidents des meilleures institutions du monde, comme la NASA par exemple, qui, à cause de ce faux consensus et de la pensée de groupe, ils sont partis dans des décisions qui de l'extérieur paraissent irrationnelles, mais c'était juste parce qu'en fait on disait c'est bon, allez, on y va, on va prendre un verre, et on lance Challenger et ça explose dans le ciel, alors qu'en fait on regarde les données pragmatiques et on réalise d'une manière qu'un étudiant en première année d'ingénierie va dire mais pourquoi la NASA a pris telle décision? Mais dans la lenteur de la vie, il y avait cette cohésion, cette homogénéité, quelque chose de paisible dans l'hiérarchie qui est très claire, dans laquelle on ne remet pas en question l'autorité, parce que c'est beaucoup plus automatique, c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus intuitif. Et donc en fait, c'est penser contre soi, mais aussi penser contre nous quand on est un groupe. Et donc chercher à ce que nous soyons le plus possible divers, tout en acceptant le coût de la pénibilité mentale de ne pas être d'accord. Ça veut dire la discorde, c'est un signe de santé décisionnelle, c'est un signe de santé au sein d'une équipe. Et si vous réalisez aussi les équipes qui ont dépassé ce niveau et qui sont dans la confiance, ils se permettent de dire « je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis ». Et c'est là où on sent que c'est là la recette de l'innovation. C'est d'avoir à la fois doute, humilité et tolérance, mais aussi une capacité à accepter la discorde comme un ingrédient majeur de la bonne décision collective. Vous formez beaucoup de COMEX sur ces sujets. Oui. C'est plus ou moins accepté parce que je sais qu'on est dans une culture de talent, dans une culture de prestige. Ces propos dans d'autres cultures peuvent être complètement beaucoup plus facilement acceptés, mais nous sommes quand même dans une culture qui aime hiérarchiser les statuts. Et je peux vous dire que pas seulement les neurosciences, mais aussi les sciences cognitives, dans la richesse des perspectives et des disciplines, nous démontrent que personne ne profite d'une hiérarchie de prestige. Même ceux qui ont les bons diplômes et les bonnes credentials sociétaux, en fait, ils veulent aussi qu'on ne les essentialise pas à des titres. Et donc, c'est une culture Est-ce que ça veut dire qu'on est essentialisé à cette culture, qu'on ne peut pas la changer? Si, parce que une culture est flexible. Une culture, c'est un ensemble de cerveaux. Et si on commence à regarder la décision, l'innovation, la créativité comme un phénomène de nature collective, et qu'on se détache du mythe du génie solitaire, et on est beaucoup plus proche de la beauté de l'intelligence humaine. Rien à rajouter. Eh bien, ça donne envie, en tous les cas, de le partager avec beaucoup de monde parce que c'est la conscience de cela qui, sans doute, peut nous faire progresser. Mais je pense que dans la salle ou de l'autre côté de l'écran, vous avez des questions ou des curiosités ou envie de partager peut-être des expériences sur ça. Et bien, le commentaire, je vais prendre le commentaire Zoom et après, Philippe, je te passe la parole. Marie-Christine qui nous dit... Marie-Christine. Alors, peut-être on peut laisser tout simplement la parole à Marie-Christine qui va nous dire tout simplement. Ah, il faut allumer, Marie-Christine, votre micro. Voilà, je pense que c'est... Et la caméra, pour qu'on puisse vous voir, Marie-Christine, parce que c'est important ce que vous nous dites. Oui, bonsoir. Alors, je n'ai pas de caméra, mais ma question est simple, puisque pour rejoindre notre interlocutrice, j'ai entendu hier un certain nombre de commentaires et de films sur les recherches de la NASA qui, justement, utilisent les compétences des remote viewers ou surround viewers, qui s'appuient justement sur toutes ces forces
qui sont liées au sixième sens, donc au-delà de l'écoute, du toucher, de la vue, etc. Les 5 sens classiques, qui sont la clairvoyance, la prémonition, l'énergie, la conscience, etc. Et il semblerait que ça rejoigne ce dont vous parliez. Est-ce que c'est le cas? Alors déjà, des sens, nous en avons plus que 29 pour le moment, ce qu'on n'arrête pas de décompter, qui nous permettent de réaliser où est-ce que nous en sommes dans l'espace et aussi de comprendre beaucoup de choses qui peuvent nous entourer, mais dans l'intuition, dans l'automatisme, on ne les voit plus. Alors, ayant déjà travaillé avec la NASA pour regarder comment on sélectionne les potentielles personnes qui vont travailler pour l'équipe, on sait que l'expertise technique, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement valorisé. Ça veut dire que les personnes, on peut leur dire exactement, avec la communication aujourd'hui, ce qu'il faut faire. Ce que nous cherchons, c'est une personne qui va pouvoir passer des mois avec une personne peut-être qu'elle n'apprécie pas. Parce que est-ce qu'on peut obliger les gens à s'apprécier ? Mais il y a eu dans la NASA, dans l'historique de la NASA, des situations un peu tragiques dans lesquelles, par exemple, des équipes américaines et d'autres Russes qui ne se sont pas parlé pendant des mois alors qu'ils sont en mission. Ou d'autres situations dans lesquelles il y a eu, par exemple, un astronaute qui n'avait pas qui ne parlait pas bien russe, et puis un cosmonaute russe, ce qu'on appelle ça, cosmonaute, qui ne voulait pas admettre qu'il ne comprenait pas l'accent de l'américain. Et en fait, il y a eu beaucoup de malentendus sans que l'un ni l'autre ait l'humilité de dire « je ne comprends pas ce que tu dis ». Et donc ça a un coût énorme sur... Et en fait, c'est des personnes qui sont très bien formées, mais ils n'ont pas... Peut-être qu'on peut lui donner un sens, peut-être on peut dire que l'humilité est un sens, que nous avons, c'est juste simplement dire je ne sais pas en fait de qu'est-ce que tu parles et je ne suis pas sûre d'avoir les capacités de parler ta langue avec l'aisance et donc est-ce que tu pourras redire la même chose. C'est ça, c'est en fait cette élégance d'admettre qu'on n'est pas excellent, c'est peut-être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus talentueux que de prétendre savoir. Philippe. Alors, je suis tout à fait d'accord sur la partie doute, sur le fait de ne pas être excellent. Effectivement, il faut avoir cette humilité à un moment donné. Par contre, dans un deuxième temps, lorsqu'on est dirigeant ou membre d'un comité de direction, il faut aussi savoir prendre des décisions. Et à un moment donné, parfois, la décision, elle repose sur le dirigeant. Et donc, ma question, c'est comment on passe de cette phase où le doute est indispensable, où on ne se sent pas intelligent plus que les autres, à un moment donné où il faut prendre la décision. Et à ce moment-là, le doute, je dirais, ne doit plus être permis. Sinon, on assiste, moi je l'ai connu comme tout le monde, des mouvements collégiaux qui sont tellement bien collégiaux qu'à un moment donné, plus aucune décision n'est prise, plus personne ne tranche. Et donc, on aboutit à rien, parce qu'on est trop resté dans ce doute, cette collégialité, sans qu'il y ait, à un moment donné, une voie qui soit tracée. Oui. Alors, le doute, c'est un ingrédient de prise de décision. Ça veut dire que ça fait partie de la démarche jusqu'à le moment où on tranche. Ce n'est pas un état continu, un peu d'ailleurs comme ce que j'ai cité, ça veut dire la tolérance à l'ambiguïté. Au bout d'un moment, il faut qu'on atteigne une certaine rigidité, parce qu'il faut choisir dans quelle direction on part. Là, en fait, dans le doute, si on creuse dans le doute, il y a dedans une forme de lenteur. C'est-à-dire que la décision qui est rapide, qui est assertive, est-ce qu'elle est la bonne ? Est-ce qu'en fait, il n'y a pas un moment où le dirigeant ou la dirigeante peut accepter que dans la forme de lenteur et de doute du fait qu'il me manque des perspectives, c'est moi qui va décider. Mais je veux bien avoir accès aux perspectives des personnes sur le terrain. Je veux bien avoir accès aux expertises des jeunes, aux expertises des personnes qui ont déjà vécu ça. Il regroupe toutes ces informations. C'est là où le doute a toute sa valeur. Et après, avec cet éclairage divers, riche, complexe, dans lequel il ne prétend pas avoir tout connu et tout compris, il développe sa décision qui sera tranchée, finalement. Donc c'est dans ce que je suggère, et dans le processus de la prise de décision, ce n'est pas un état, c'est un processus, comme une équation qu'on résout avec ses outils, et puis à la fin, on arrive à une décision qui peut-être pas la meilleure, mais elle correspond à ce qui a été présent comme information collective à ce moment-là. Je crois qu'en dernière question, nous avons Catherine. Catherine, si tu veux ouvrir ton micro et prendre la parole. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai bien aimé la petite phrase sur l'homogénéité des équipes.
C'est quelque chose que j'ai vu dans ma vie de salarié avant et aujourd'hui encore chez certains clients. C'est cette tendance à embaucher des clones et à tous les niveaux de l'entreprise. Et personnellement, je pense que c'est quelque chose de très français parce qu'en Belgique, on peut avoir des sociologues en finance, ce qui serait impensable en France, je pense. Et je voulais avoir votre avis sur le mécanisme, en fait. Parce que ça va vraiment à l'encontre de ce que vous décriviez tout à l'heure sur l'utilité des échanges parfois conflictuels. Voilà. Alors, ça va à l'encontre de ce que je vous raconte, mais ça va complètement dans le sens de l'envie humaine. Ça veut dire d'une manière très intuitive, très naturelle. C'est beaucoup moins coûteux d'interagir avec des personnes qui nous ressemblent que d'interagir avec des personnes qui sont différentes. Il y a beaucoup d'études, par exemple, qui ont été faites sur les républicains démocrates, sur des situations apolitiques. Ça veut dire on les place, par exemple, pour résoudre une énigme, un crime. Sauf qu'ils savent que l'autre groupe, ce sont des démocrates et nous, on est des républicains. Et après, on refait la même chose en disant vous êtes tous démocrates, bien ça. Et en fait, on a vu que quand je suis un démocrate et je sais que l'autre est républicain, je vais beaucoup plus travailler mes arguments. Je vais beaucoup plus réfléchir à la solution parce que je me dis l'autre, il ne réfléchit pas le monde tel que moi. Alors, je vais aiguiser, je vais être beaucoup plus convaincant, je vais chercher, je ne vais pas... Alors qu'en fait, entre démocrates, c'est comme s'il y avait une sorte de mollesse intellectuelle, parce que ça va, on pense tous la même chose. Et donc, en fait, oui, c'est beaucoup plus pénible de parler avec des personnes qui n'ont pas les mêmes parcours que nous, parce qu'il faut faire un voyage dans notre esprit, de notre perspective à la perspective de l'autre. D'ailleurs, je viens de vous donner la définition même de l'empathie. C'est la capacité de sortir de sa perspective et de se placer dans celle de l'autre, qui est un voyage coûteux. C'est pour ça on ne voit pas le monde tel qu'il est, on le voit tel que nous sommes, parce qu'on ne le fait pas, ce voyage. Et donc, quand je sais que l'autre est différent, il faut que je traverse. Et cette traversée, elle est dépensière en énergie. Et donc, ce qu'on fait en France, c'est vous qui le dites, donc on va essayer d'être plus efficient et de se dire, prenons ceux qui nous ressemblent, comme ça on va passer un bon moment, et on sera tous d'accord, et il n'y aura pas de discorde, on ne perdra pas de temps, et on ira... Alors ça marche, jusqu'à la crise. Et c'est pour ça qu'on a eu un peu plus mal que des sociétés qui avaient appliqué un quota de diversité dans leur sphère de décision. Eh bien, merci. Le temps passe extrêmement vite. Sama, on peut vous applaudir et vous remercier profondément. On aura sans doute l'occasion de vous retrouver d'abord à travers vos lectures, à travers les conférences que vous faites, mais aussi peut-être on vous retrouvera à nouveau en 2023 avec nous. En tous les cas, avec grand plaisir. Et c'est le moment du networking. Stop me, 'cause I'm having a good time.